stabilité européenne. Justement, ça nous ramène à des sujets qu'on vient d'évoquer. Souvenez-vous, il était remis il y a un an par l'ex-président de la BCE, censé apporter stabilité, croissance même et perspective. Un an plus tard, eh bien, le bilan paraît plutôt décevant. Bonjour Roland Gillet. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau ce matin, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. 383 recommandations étaient faites par Mario Draghi dans son rapport remis donc l'an dernier. 43 seulement ont commencé à être mises en œuvre. Il y a urgence ou c'était trop ambitieux aussi comme rapport ? C'est toujours la même chose. Quand on met les Européens ensemble, et Mario Draghi sait à quel point c'est difficile puisqu'il a dû essayer de faire une politique monétaire qui devait plaire à tout le monde, ou en tous les cas qui devait stimuler toutes les économies et éviter les grandes catastrophes au moment du Covid. Donc il sait très bien, il était aussi Premier ministre en Italie, il sait que quand il fait des recommandations, et d'ailleurs vous avez vu qu'il a essayé de les faire pas tout seul dans son coin avec l'aide de l'Europe, mais en étant le moins impacté par la Commission ou les lobbies qu'il peut y avoir autour, il savait qu'il fallait taper fort pour qu'on bouge un peu. Ben oui, il n'a pas encore tapé assez fort parce qu'il parlait de 750-800 milliards. Aujourd'hui, avec ce qu'on doit mettre dans l'armée, on est à 1200 milliards. Et vous voyez qu'il y a 14% sur les 383 mesures qui ont été mises en place, donc les fameux 27 que vous citez. Et encore, il y en a beaucoup qui ont été avec un léger début, parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a que celles-là qui ont été visées, il y a celles-là qui ont été en tous les cas finalisées, mais ça fait quand même très très peu. Et il rappelle en plus les biais de l'Europe, hein, oui, il dit si on ne veut pas se mettre d'accord ensemble, il n'y a personne qui nous forcera à être un jour les États-Unis d'Europe face aux États-Unis d'Amérique. Donc tout ça montre encore qu'on patauge dans nos difficultés habituelles, qui est le fait que les capitales ont un gros poids et que l'Europe, au niveau de son gouvernement, s'il y avait un gouvernement européen, c'est la Commission. Et puis il y a le Parlement à côté, et puis il y a la présidence du Conseil européen. Tout ça, ça fonctionne très lentement. Vous l'avez dit, Roland Gillet, c'est dans la défense que les Européens ont agi de la manière la plus efficace. Autrement dit, dans l'urgence, malheureusement, quand il y a des sujets sur lesquels il faut se mobiliser tout de suite, là, ça a quand même plutôt tendance à fonctionner. Oui, ce que je vais dire ne va pas vous plaire, parce que ça ne me plaît pas non plus. En fait, ça n'a pas bougé à cause de nous, ça a bougé parce qu'il y a un élément perturbateur qui est arrivé, qui a une manière de nous dire les choses qui ne nous font pas plaisir, mais qui est factuel. Depuis 2014, on ne répond pas en bon clubman, je vais le dire comme ça, à des engagements au niveau de l'OTAN. Et il y a quelqu'un qui, alors que les présidents précédents américains nous l'ont dit de façon plus diplomatique, vient nous dire, écoutez, si vous ne bougez pas, on vous met vraiment dans les ennuis, parce qu'en plus, on est en conflit chez nous. Donc je pense que c'est plutôt la manière dont les Américains aujourd'hui, grâce, je ne sais pas comment il faut le dire, de Donald Trump, qu'on bouge. Annalisa Capellini. Roland Gillet, c'est vrai qu'il y a une notion d'urgence, il faut travailler tout de suite, et en même temps, certaines des propositions de Mario Draghi sont très compliquées à mettre en œuvre. Quand on parle d'unification du marché de capitaux, ça ne se fait pas en 5 mois ni en 2 ans, il faut peut-être se donner un peu plus de temps. Mais il le sait, parce que vous savez, l'union bancaire, tous ces éléments-là, il a dû non pas les traiter, mais il était autour de la table, au moins dans la réflexion à la Banque Centrale Européenne, quand il en était le président. Donc il sait les difficultés. Par contre, il sait aussi que il ne faut pas qu'on soit toujours dans l'attente de l'urgence pour faire des choses, comme vous le dites, qui demandent quand même du temps et de la coordination. Et c'est pareil pour les emprunts européens. Vous savez, on a beaucoup parlé d'euro-obligations, de communautarisation de certaines dettes pour des projets européens de taille, d'envergure. Mais vous voyez, parfois, même pour créer des entreprises européennes, il faut que la loi ou les lois évoluent. Puisqu'aujourd'hui, par le fait qu'on joue entre nous des règles de concurrence, on ne crée plus des Airbus qui peuvent concurrencer, et très très bien, d'ailleurs on montre que quand on le fait on peut être très bon, des sociétés comme Boeing. Donc on a besoin, nous toujours, regardez sur l'IA, on réglemente alors qu'on n'a pas encore de leader. Donc on a une logique qui fait que, alors qu'on a les capacités, alors qu'on n'a peut-être pas les moyens, mais on pourrait essayer de les trouver, et trouver aussi au niveau, je parle des citoyens de chaque pays, une idée de communautariser, de mettre des moyens à disposition de l'Europe, on voit que les gens disent, mais puis ça ne marche pas, on paye déjà assez au niveau national. Des entreprises européennes qui arrivent à s'adapter, mais qui ne sont pas suivies par le secteur public, faute d'initiative, faute de financement, et à cause de la bureaucratie. Sûrement, et aussi avec une volonté, je vais dire, qui n'est pas suffisamment affirmée, de dire qu'on va être cohérent dans le temps. C'est ça qui est terrible, c'est pour des entrepreneurs, pour des investisseurs. Regardez, au moment où on parle de Trump, mais avant Biden, avec l'Inflation Reduction Act, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné des gens qui auraient peut-être investi, je parle des Européens, chez eux, c'est-à-dire chez nous, et il les a attirés chez lui. Et on a ce problème régulier. Pourquoi? Parce que là-bas, contrairement à ce qu'on a fait avec Next Generation EU, où, regardez, encore aujourd'hui, il y a seulement des dépenses qui ont lieu, elles finiront par être contracycliques. Là-bas, quand il y a un accord, l'argent est débloqué pour autant qu'on respecte des règles. Les gouverneurs de chaque État, quand ils reçoivent les entreprises européennes, j'en ai vu l'un ou l'autre accompagner l'un ou l'autre,
le gouverneur disait, écoutez, nous on est là à votre disposition, et s'il y a quelque chose qui bloque, vous m'appelez en direct, mais moi dans 6 mois, si vous respectez, on avance. Vous voyez un peu la différence ? Ce qui manque, ce sont aussi les financements. Vous évoquez 800 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on en a les moyens ? C'est ce que Mario Draghi dit. Si on doit faire tout le plan, et regardez comme il le place dès le début, nous avons décidé, les Européens, nous avons décidé, d'ailleurs en tous les cas les gens qui nous représentent, que la transition écologique était très importante. On avance sur beaucoup de gens, pour d'autres pays, mais ça coûte beaucoup. Donc il commence par ça, il dit, bon, il en faut déjà autant pour ça, si on veut faire quelque chose qui a du sens. Puis à côté, on doit se réarmer. Voilà encore autant. Et puis vous avez vu, il met à la fin quelque chose qui, s'il n'y avait pas les deux premiers, je ne répète pas qu'il ne faut pas les faire, serait très important, c'est qu'au niveau de la numérisation, la digitalisation, appelez ça l'intelligence artificielle aujourd'hui, on met des moyens. Vous avez vu combien il reste raisonnablement de moyens qu'il met face au fait qu'on a Mistral en France, on a quelques sociétés en Europe, mais face à l'avance de la Silicon Valley ou de manière générale des États-Unis ou d'autres. 100 milliards investis encore cette nuit par Nvidia dans OpenAI. Mais c'est beaucoup trop petit. Quand vous avez du retard sur quelqu'un, et il ne s'agit pas uniquement d'argent si vous devez construire des hauts fourneaux, mais d'intelligence pas artificielle, c'est là, et technologie, vous avez besoin pour rattraper de mettre beaucoup plus. Sauf que si vous décidez de faire les choses en ayant moins de moyens que les autres collectivement, que ce soit au niveau de la transition écologique, ou de l'armée, parce que vous n'avez pas respecté, je parle de la défense, les années précédentes, la quote-part qu'il fallait y mettre, vous partez fragilisé, évidemment. Et en quelques secondes, pour conclure, Roland Gillet avançait aussi sous forme de coalition, parce que 27, on sait que c'est compliqué. On a réussi à faire Airbus, vous le disiez, et quelques autres exemples comme celui-ci. C'est aussi la clé du succès pour pouvoir faire émerger des fleurons industriels ? Ah, mais j'en suis certain. Nous, en Europe, on est souvent... un pour tous et chacun pour soi. Si on était comme les mousquetaires, non pas à 27, mais à quelques-uns, et à faire avancer les choses, je crois que l'Europe serait un meilleur succès et serait en tous les cas plus crédible que face à la Chine ou les États-Unis.